Bonjour Erwan Lehoux. Vous avez participé au numéro 412 de la revue La Pensée qui a été co-organisé avec l'Institut CGT d'Histoire sociale et l'Institut de recherche de la FSU. Et votre article s'appelle Transformation néolibérale de l'école, quel syndicalisme dans ce dossier syndicats et mutation du capitalisme. Voilà, que je montre un peu votre article. Première question, on résume souvent les politiques néolibérales à des mesures d'économie budgétaire sur le fonctionnement des services publics. Il me semble que pour vous, c'est bien plus que ça. Donc, du coup, quelles sont les conséquences de ces politiques néolibérales sur les personnels de l'éducation nationale? Oui, effectivement, c'est bien plus que ça. Il s'agit, à mon sens, d'imposer une nouvelle rationalité au service public et notamment à l'école pour aller vite en s'inspirant de ce qui se passe dans les entreprises privées. Pour les personnels, ça se traduit par exemple par le New Management public et au-delà de ça, pour les élèves et pour les personnels aussi d'ailleurs, par des réformes plus structurelles, plus organisationnelles du système éducatif. Et je crois que les dernières réformes du lycée ou encore au RE, la loi qui instaure Parcoursup et la sélection à l'entrée de l'université, en sont de parfaites illustrations. Et du même coup, ce sont à la fois les conditions d'emploi des personnels, et on voit à quel point dans l'éducation nationale, ça peut se traduire par un recours aux contractuels de plus en plus important. Les conditions de travail, c'est quelque chose qu'on dit souvent, avec une augmentation du nombre d'élèves par classe, etc. Mais aussi, ça va plus loin, je crois que c'est le sens même du travail des enseignants et des personnels de l'éducation qui est remis en cause. C'est vrai que l'école, elle a toujours été un instrument aussi de reproduction des inégalités et de l'ordre social, mais c'était aussi l'école, une institution qui permettait à beaucoup d'élèves de s'émanciper. Et c'était pour ça que les enseignants, ils s'engageaient en tant qu'enseignants. C'était ça, les valeurs qui leur tenaient à cœur. Et je crois que cette dimension de l'école, elle est de plus en plus attaquée aujourd'hui. Alors, les personnels, notamment les enseignants, sont majoritairement hostiles à ces réformes néolibérales. Mais alors, comment expliquer que ces dernières réformes n'aient pas donné lieu à des mouvements de contestation plus puissants? Ils ont existé, mais voilà. Par exemple, lors de la mise en œuvre de la réforme du bac et de Parcoursup. Oui, non seulement il n'y a pas eu de mouvement particulièrement puissant, et par ailleurs, par la suite, les réformes ont toutes été appliquées, et parfois vraiment bien appliquées. Et donc, on a le paradoxe d'un consentement des personnels d'éducation et notamment des enseignants, cependant sans adhésion, parce qu'effectivement, on a vu le niveau de défiance vis-à-vis du dernier ministre Jean-Michel Blanquer était extrêmement élevé. Ça montrait bien qu'il n'y avait pas d'adhésion fondamentale au projet éducatif qu'il portait. Alors bien sûr, il y a un élément qu'on donne souvent, qui est la question de la résignation, et qui concerne sans doute l'ensemble du mouvement social et pas que les enseignants. Mais il y a d'autres éléments plus, comment dire, qui concernent plus particulièrement ici les personnels d'éducation. Et d'abord, la capacité des réformateurs à s'adresser à leurs intérêts individuels. On le voit bien avec la question des heures supplémentaires, à quel point il est compliqué de faire en sorte que la majorité des enseignants refusent les heures supplémentaires, qui sont pourtant un instrument qui permet de supprimer des postes à côté. Et puis au-delà de ça, parce que ça c'est un aspect financier, on s'adresse à leurs bonnes raisons, aux bonnes raisons, y compris d'ordre professionnel qu'ils auraient de s'engager dans les réformes. Et je vais en prendre un exemple. Euh, les enseignants, par exemple ceux du supérieur, ont de bonnes raisons de s'engager dans la sélection, dans la procédure de sélection des élèves pour Parcoursup, même s'ils sont opposés à la sélection, en se disant par exemple qu'ils pourront à minima introduire des critères un petit peu plus justes dans cette procédure de sélection. Et du même coup, ils sont opposés, mais paradoxalement, ils font tourner la machine. Voilà, pour donner un des éléments, peut-être un deuxième, je sais, oui, c'est jeu de temps, un deuxième, au-delà de ça, euh, on s'adresse aussi à leur conscience professionnelle de ces enseignants, et on fait en sorte qu'ils s'engagent par eux-mêmes dans des dispositifs qui pourtant ne sont même pas obligatoires, parce qu'ils voient dans ces dispositifs peut-être une solution
pour les élèves qui sont en difficulté. Lucie Tanguy l'avait bien montré, par exemple, au sujet des mini-entreprises. Les enseignants, parfois par eux-mêmes, face aux difficultés de leurs élèves, se disent: ah, peut-être que faire une mini-entreprise dans ma classe, c'est quelque chose qui va les aider, notamment quand ils ont des élèves en difficulté d'origine populaire. Et donc, à la place de faire des enseignements classiques, on transforme son cours en mini-entreprise avec toutes les valeurs qui vont avec. Et puis, dernier élément, on a une montée aussi des prescriptions, une montée des sanctions, une montée de l'autoritarisme dans l'éducation nationale qui est assez inquiétant ces dernières années. On peut en prendre un exemple, par exemple, c'est la transformation progressive du directeur d'école en un supérieur hiérarchique, ce qui n'était pas jusqu'à présent. Alors, de tous ces éléments, quelles leçons en tirer pour le syndicalisme et peut-être en lien avec le mouvement contre les retraites en cours? Oui, parce que le mouvement contre la réforme des retraites qui est en cours, je crois que il montre bien que des fortes mobilisations dans l'éducation nationale, c'est possible. Il y a eu plusieurs journées de grève majoritaire, à la fois dans le premier et dans le second degré, et donc ça montre que c'est un secteur qui continue de résister, qui continue par ailleurs d'être très syndiqué et qui répond aux mots d'ordre des syndicats quand ils appellent, en tout cas dans l'unité, à de fortes journées d'action. Et ceci étant dit, ça reste une mobilisation sur un sujet précis, ici les retraites, une mobilisation en négatif parce qu'en résistance, et une mobilisation ponctuelle. Les enseignants n'ont pas franchi le cap, en tout cas pas en majorité, d'une grève qui serait reconductible, ou en tout cas d'une grève qui serait comment dire, plus récurrente que quelques journées quand l'intersyndicale unitaire au niveau national y appelait. En dehors de cela, on a plus de mal à faire entrer les enseignants dans une action plus durable. Alors, il ne s'agit pas pour moi ici de donner des leçons au syndicalisme en disant le syndicat devrait avoir telle ou telle stratégie, mais peut-être deux éléments de réflexion pour engager les enseignants dans une mobilisation qui serait à plus long terme. Il me semble que les deux éléments sur lesquels le syndicalisme devrait absolument réfléchir à long terme, c'est d'abord la question du sens du travail. Je l'ai dit au début, le néolibéralisme, c'est pas seulement quelque chose qui attaque les conditions de travail, les conditions d'emploi, ce sont aussi des réformes qui remettent en cause le sens du travail des enseignants profondément. Ils en souffrent, ils le disent, et il faut, je crois, prendre en compte davantage qu'on ne le fait aujourd'hui dans le cadre syndical, cette question du sens du travail. Et puis, je crois que le syndicalisme doit aussi endosser, plus qu'il ne le fait aujourd'hui, un rôle éminemment politique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de se demander quels sont les mandats qu'on doit avoir pour les enseignants, par exemple retraite à 60 ans. Évidemment, c'est quelque chose qu'il faut faire, augmentation des salaires, oui, bien sûr, mais au-delà de ça, quel projet de société on veut? Je crois que c'est aussi le rôle du syndicalisme que de penser ce projet de société à plus long terme. Merci Erwan Lehoux. Donc, c'était une des deux contributions d'articles de l'Institut de recherche de la FSU à ce numéro 412 de La Pensée, qu'on peut trouver aussi bien sur Cairn pour se le procurer à l'article que en le commandant à la Fondation Gabriel Péry en version imprimée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.